Et pour nous en parler, c'est le spécialiste en la matière. Entre autres, il est un des professeurs à l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke. Et je vous le dis, son CV est très long. Mais comme le temps va très vite, on va vous le présenter immédiatement. Monsieur Brahim Saidi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Monsieur Saidi, depuis qu'on s'est parlé la semaine passée, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le fameux dossier de la Libye et de Kadhafi. Si je vous demandais dans un premier temps, il y a eu des annonces de sanctions économiques au cours des dernières heures. Qu'est-ce que vous retenez dans ces sanctions-là? Oui, ça c'est une très bonne question et le principal évolution, le développement dans ce dossier-là, c'est l'application des sanctions économiques de la part de la communauté internationale. Pour bien préciser les choses, les sanctions économiques pourraient être considérées comme un instrument pour obliger ou dissuader une entité politique à faire ou à ne pas faire quelque chose sans avoir à recourir à la violence ou à la guerre, c'est-à-dire une intervention armée. Bref, une sanction économique sont généralement un acte de punition, un acte pour faire peur. Jusqu'à maintenant, la communauté internationale a appliqué des sanctions essentiellement financières, comme le gel des avoirs des régimes de Kadhafi et la décision de ne pas continuer à investir en Libye. Donc, c'est ça les principales sanctions appliquées par la communauté internationale. Mais à mon avis, il ne faut pas croire que ce genre de sanctions n'a pas d'effet sur la population libyenne, d'effet que le gel des avoirs et la décision de ne pas continuer à investir dans le pays vise à réduire généralement le taux de croissance globale de la Libye, et cela va affaiblir l'économie libyenne et pourrait même contribuer à la chute des niveaux de vie de la population. Donc les sanctions économiques ont non seulement des effets sur le pays, sur la Libye en tant que pays cible, mais aussi il faut prendre en considération que va avoir des conséquences pour les pays qui les appliquent. Vous avez mentionné la décision du Canada. Ça, c'est très important de mentionner qu'il y a une compagnie canadienne qui dispose des contrats en Libye, notamment la compagnie considérée comme les géants dans le domaine de l'ingénierie, c'est la compagnie SNC Lavalin, qui dispose des contrats pour construire une prison à Tripoli d'une affaire de 275 millions et la construction d'un nouvel aéroport à Benghazi de 500 millions de dollars et la conduite d'eau dans une autre ville, un contrat qui s'élève à 475 millions de dollars. Okay. Donc la décision d'appliquer des sanctions, oui, a un double effet pour le pays cible et aussi pour le pays qui applique ces sanctions, parce que pour cette compagnie canadienne, c'est une perte d'un marché, et un marché extrêmement important. Monsieur Saidi, au cours des dernières heures, j'ai vu passer quelques titres sur les différents sites d'information. Je vous donne les grands titres, puis ça va vous donner également la chance de pouvoir un peu nous dire qu'est-ce qu'il y en est. Je vous dirais qu'aux alentours de 18h15, une des nouvelles qui est sortie, c'est que l'opposition et l'Occident tentent finalement d'écarter Kadhafi. Oui, ça, Kadhafi est de plus en plus seul, n'a pas de légitimité, il est complètement isolé, sa marge de manœuvre est complètement réduite là. Mais la décision là, parce qu'à mon avis, les sanctions économiques n'auront pas un effet immédiat pour forcer Kadhafi de quitter le pouvoir. Ouais. Même avec les sanctions économiques, moi, je demeure très sceptique là, que ce soit les sanctions concernant la décision de l'Union européenne de cesser d'importer le pétrole libyen ou de ne pas continuer à investir dans le pays-là. Toutes ces mesures-là ne vont pas forcer immédiatement Kadhafi de quitter le pouvoir. La seule solution, à mon avis, c'est de recourir à la force armée. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses à prendre en considération dans ce dossier-là de la Libye. C'est que la question des sanctions n'est pas dans le bon timing.
Pourquoi? Parce que le régime de Kadhafi est en pleine décomposition. Kadhafi ne pense pas qu'à sa survie et de s'accrocher, continuer à s'accrocher au pouvoir et accorde moins d'intérêt aux questions des sanctions parce que la plupart, une grande partie des pays maintenant se contrôlent des manifestants. Deuxième chose, il faut donner, la communauté internationale à ce moment-là doit donner la priorité non pas pour continuer à appliquer des sanctions, mais plutôt comment trouver des mesures pour mettre fin au bain de sang. Comment obtenir le départ de Kadhafi? Comment aider l'opposition qui est en train de s'organiser en Libye? C'est ça les principales questions que la communauté internationale est appelée à traiter. Les sanctions n'auront qu'un impact à long terme sur le régime et non pas un impact immédiat. Oui. Allez-y. Oui. Non, allez-y. C'est pour terminer. Moi, je pense que ce qui peut, en revanche, lui faire peur, c'est la menace d'une justice internationale. Le Conseil de la sécurité a déjà commencé d'entamer des démarches pour saisir la Cour pénale internationale et aussi l'utilisation de la force pour empêcher qu'il ne continue pas à massacrer sa population. Autre nouvelle, M. Saïdi, que j'ai vu passer un peu avant ce souper. On parle de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies qui a suspendu mardi la Libye du Conseil des droits de l'homme. C'est pas surprenant ça non plus, là. Ce n'est pas surprenant, mais en lien avec le rôle des Nations Unies, pourrait jouer un rôle extrêmement important afin de convaincre les membres du Conseil de la sécurité de recourir à une mesure qui pourrait effectivement forcer Kadhafi de quitter le pouvoir. C'est l'application de ce qu'on appelle le principe de la responsabilité de protéger. Qu'est-ce que c'est ce principe? Ce principe affirme qu'un État a le devoir de protéger sa population civile contre les crimes contre l'humanité. Et maintenant, le Kadhafi est en train de massacrer sa population et de violer le droit international et humanitaire, et même ces forces-là ont commis des crimes contre l'humanité. À ce moment-là, la communauté internationale doit intervenir en se basant sur ce principe-là pour mettre un terme à ces crimes-là contre l'humanité. Donc cette responsabilité, la responsabilité de protéger, peut donner lieu à une intervention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une autre mesure qui s'avère plus importante, c'est la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Cette option, à mon avis, serait l'une des plus efficaces à court terme, la mise en place d'une zone d'interdiction de survol aérien au-dessus de la Libye afin d'empêcher le régime de Kadhafi, ces avions, ces hélicoptères-là, de bombarder la population civile. Donc, les États-Unis peuvent recourir et pousser et convaincre les autres membres de sécurité de recourir à cette mesure-là, c'est-à-dire d'appliquer une zone d'exclusion aérienne. Mais le problème ne s'arrête pas à ça. Il faut une résolution de la part du Conseil de sécurité, la première chose. La deuxième chose, il faut un mandat qui doit ensuite être confié à un État ou à une organisation, peut-être l'OTAN, pour appliquer cette résolution concernant une zone d'exclusion aérienne. Et M. Saïdi, pendant que le Canada, on a appris ça en milieu d'après-midi, va envoyer une frégate, la frégate Charlottetown, pour aller bien sûr contribuer pour l'évacuation des Canadiens et d'autres étrangers. On apprend que l'armée américaine a envoyé un navire de guerre qui s'approche de la Libye et qu'on recommande, donc on donne de plus en plus de recommandations au président américain Barack Obama. Dans un premier temps, le navire canadien, ça je pense que c'était de bonne guerre, là, sans faire de jeu de mots. C'était le genre de décision que devait prendre Stephen Harper? Oui, ça, c'est un navire-là, peut-être là, ça va jouer un rôle pour continuer à sécuriser le retour des Canadiens et évacuer les ressortissants canadiens en Libye, compte tenu qu'il y a plusieurs, notamment plusieurs Canadiens qui disposent, la compagnie, notamment la compagnie SNSC Lavalin, qui dispose des contrats extrêmement prometteuses en Libye. L'objectif, c'est de sécuriser le retour
des ressortissants canadiens au pays. Mais concernant l'utilisation de la force armée, les États-Unis disposent depuis le début de la guerre froide, la 6e flotte américaine stationnée en Méditerranée dans le commandement et à Napoli en Italie. Donc les Américains, ils ont une présence considérable, une présence militaire dans la région. Lorsqu'on regarde la géopolitique des bases militaires dans la région, ils ont des bases militaires en Espagne, en Italie. Ils disposent aussi une base militaire en Turquie via l'OTAN, parce que c'est une base militaire de l'OTAN, mais les Américains les utilisent. Ils bénéficient aussi des facilitations aériennes en ce qui concerne l'espace aérien égyptien, compte tenu que l'Égypte est un voisin de la Libye. Donc ils ont une forte présence militaire dans la région. Et si les États-Unis décident de recourir à la force, ils auront les facilités pour détruire toutes les cibles stratégiques en Libye. Dites-moi donc, M. Saïdi, demain sera la 16e journée que Kadhafi s'accroche au pouvoir. On voit qu'il y a de plus en plus de civils qui sont maintenant entraînés de façon militaire. On veut remettre des armes à des citoyens pour combattre. Et là, ça sent de plus en plus la fameuse guerre civile. Au moment où l'on se parle et de ce que vous prévoyez au cours des prochaines heures, des prochains jours, est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'en aller vers ça? Parce que si c'est ça, c'est une catastrophe, là. Non, moi je crois pas. Jusqu'à maintenant, je crois pas que la Libye va basculer vers la guerre civile. Ah non, ok. Pourquoi? Pourquoi? Pas en fonction de plusieurs variables. La variable la plus importante, c'est le rôle des tribus. Parce que la société libyenne, c'est une société extrêmement tribale. Le pouvoir de Kadhafi, son régime est basé sur le soutien des tribus. Et depuis le début de la révolte jusqu'à aujourd'hui, la plupart des tribus ont décidé de prendre distance vis-à-vis le régime de Kadhafi. Même son tribu-là, dont il est ici, qui s'appelle Kadadifa, sont divisés entre eux, entre ceux qui soutiennent Kadhafi et ceux qui ont décidé de ne pas continuer le soutenir compte tenu des massacres humanitaires. Okay. Donc ça, c'est la première chose là. Le pays, pour le moment, ne va pas basculer vers la guerre civile parce que les tribus sont unis et sont déterminés à soutenir la révolte populaire et les manifestants. Deuxième chose, qu'il y a une opposition politique qui est en train de s'organiser, et cette opposition politique est formée par les diplomates à l'extérieur du pays qui, de leur côté, ont décidé de prendre distance vis-à-vis le régime de Kadhafi, des politiciens à l'intérieur, et aussi le soutien des militaires, parce que les militaires, maintenant, ont décidé de rejoindre la révolte et de soutenir les manifestants, et la plupart des villes qui sont entre les mains des manifestants bénéficient du soutien des militaires. Et je parle des militaires de l'armée traditionnelle, parce que l'armée libyenne a une double structure. La révolte révolutionnaire qui maintenant soutient le régime de Kadhafi, dirigé par ses fils, qui ne dépend ni de l'état-major ni du ministre de la Défense. Il a servi de régime et de Kadhafi dépend de la fidélité de la garde révolutionnaire, et il y a l'armée traditionnelle dont Kadhafi était victime de plusieurs coups d'État, notamment le coup d'État de 1984. Ouais. Cette armée traditionnelle a pris distance vis-à-vis le régime de Kadhafi. Dans ce sens-là, moi je pense qu'à moyen terme, la Libye ne va pas basculer vers la guerre civile, mais peut-être là va connaître une transition politique. Mais pour une transition politique pacifique, ordonnée, la communauté internationale de son côté est appelée à donner le soutien politique et aussi à l'opposition qui est en train de s'organiser. Comment donner le soutien politique à cette opposition? C'est d'abord de reconnaître le gouvernement provisoire en gestation que le gouvernement compte le former. Ça va être un coup très dur pour le régime de Kadhafi. Monsieur Saïdi, merci beaucoup de nous faire part de vos connaissances dans le dossier. On va certainement vous réinviter bientôt, puis on va suivre ça d'heure en heure, parce que ça évolue justement d'heure en heure. 16e journée demain où Kadhafi s'accroche au pouvoir. Merci d'avoir été là. Merci.
Bonne soirée à vous. Alors voilà, Brahim Saïdi. Ça évolue vraiment d'heure en heure de ce côté-là. Puis, bon, je suis content de constater qu'à court ou moyen terme, on se dirige pas vraiment vers une guerre civile parce que quand ça va péter, passez-moi mal l'expression, ça va péter aux frettes et pas à peu près. Alors, c'est assez impressionnant de voir les images, puis de voir également ces civils qui sont recrutés, qu'on est en train d'entraîner de façon militaire, de voir également tous ceux et celles qui sont en train de s'enfuir. On parle de ceux et celles, bien sûr, qui ont décidé de faire en sorte qu'on s'oppose au traitement Kadhafi. Et puis, je sais pas, ils sont combien de milliers à faire la file pour un morceau de pain avec une galette, une claque à la gueule puis un verre d'eau. Pas évident. Beaucoup de violence à venir. Kadhafi qui a les poches pleines. Mais là, à un moment donné, il commence à avoir de plus en plus de répression économique autour de lui. Et quand les États-Unis, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, commencent à mettre à utiliser des moyens militaires, ça sera un trou sans fin, cette affaire-là. Puis on ne peut pas prévoir à l'avance comment ça va se terminer. Bref, un dossier quand même assez complexe. On va faire le tour de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Dans un premier temps, les Remparts, je vous dis que en fin de première, Rouyn-Noranda a pris les devants 1-0. Donc Québec qui visite Rouyn-Noranda. Demain, en passant Québec, tant qu'à être là-bas, vont rendre la politesse, mais cette fois-ci à Val-d'Or. Dans la Ligue nationale de hockey, les Canadiens, avec 14 minutes ou un peu moins à faire en deuxième période, c'est sur RDS. Le Canadien mène 2-0. Pacioretty, 12e, et Wisniewski, 7e. Donc 2-0 pour le Canadien. Les Panthères et les Hurricanes, il y a 5 minutes de jeu en deuxième, c'est 2-1 pour la Caroline. West, 17e pour la Floride. Stahl, 28e pour la Caroline. Et Stillman, qu'on a acquis il n'y a pas tellement longtemps, sont 9e. Les Flames et les Blues, le match commence à peine, il n'y a pas de but. Plus tard, 21h30, les Prédateurs contre les Oilers à Edmonton. Et en fin de soirée, l'Avalanche du Colorado visite les Sharks de San Jose qui ont prolongé aujourd'hui le contrat de l'ancien gardien de but des Hawks de Chicago, Antti Niemi. Je pense que c'est une durée de 4 années. Donc, Niemi qui s'accroche et qui fait bien depuis un méchant bout de temps avec San Jose. D'autres matchs en presque milieu de deuxième. Il y a 7 minutes d'écoulé en deuxième. Il n'y a pas de point entre les Islanders et les Caps de Washington. Les Bruins et les Sénateurs, la première est terminée. C'est à TSN. Avec 14 minutes à écouler en deuxième période, les Sabres ont pris les devants 1-0 sur les Rangers à New York. C'est Tyler Myers qui obtient son 10e. 21h, les Stars et les Coyotes vont s'affronter. Et en fin de soirée, 22h, le Blue Jackets de Columbus contre les Canucks de Vancouver. Donc, beaucoup d'actions. Ligue nationale de hockey. On va suivre ça pour vous d'ici à la fin de la soirée. Et je vous rappelle que les Remparts, pour l'instant, tirent de l'arrière 1-0 contre Rouyn-Noranda. Petite pause live à radiox.com, carré 98.1. C'est Moreau en jazz. Ben oui, ça se poursuit dans 2-3 minutes. Radio X. Moreau en jazz. Le show du matin. Ils commencent par parler de Lévis 2-3 fois dans le détail. Éventuellement, ils font des nouvelles. À un moment donné, Vince arrive dans le studio et fait... Après ça, il reparle de Lévis 2-3 fois dans le détail. Whoop, on parle des Nordiques un petit peu. Après ça, Véro va mettre un lien sur le site web. Puis ils vont reparler de Lévis 2-3 fois dans le détail. Et en au moins 7-8 fois pendant l'émission, Vince et Jérôme vont distensionner. C'est que j'aime ça. Et des fois, les deux s'ostinent sur un sujet qui sont tous les deux d'accord. C'est juste qu'ils savent pas tout de suite. Le show du matin, lundi au vendredi, 5h30. 98 Radio X. Le show du matin, une présentation de l'Association des concessionnaires Subaru du Québec. En 2011, découvrez la traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru. C'est la traction intégrale. La chronique hypothécaire, une présentation de Multiprêt Hypothèque. Nathalie, il me semble, dans les dernières années, on a beaucoup parlé du rap, puis il me semble qu'en 2011, on dirait que c'est moins la mode. Oui, on en entend moins parler, mais ça demeure un outil efficace et super important lorsqu'on achète une maison. Donc, c'est important d'en faire l'analyse et de voir tout ce que peut nous procurer cet outil-là. Et souvent, c'est sous forme de retour d'impôt. Donc, ça peut nous permettre de payer nos frais de démarrage, nos frais d'installation, de liquider des dettes et de se faire un coussin. Donc, on peut pas passer à côté du régime d'accès à la propriété. Et en plus,